Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat alors que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a présenté hier son plan d'investissement pour les 10 ans à venir afin de réaffirmer les ambitions écologiques du gouvernement. Les sénateurs ont entendu ce matin Anne Lauvergeon, présidente de la Commission Innovation 2030. Sa mission confiée par le gouvernement est d'identifier les secteurs où la France pourrait occuper une position dominante d'ici à 2030, tout en privilégiant les activités créatrices d'emplois pour notre territoire. Retour cet après-midi sur cette audition. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette audition. Donc, nous faisons en commun avec la Commission des affaires économiques. Nous recevons aujourd'hui Madame Anne Lauvergeon, qui est présidente de la Commission Innovation 2030. Alors, la Commission Innovation 2030 a été mise en place par le Président de la République le 19 avril dernier. Elle est composée de 20 personnalités reconnues pour leurs compétences, industrielles, scientifiques, économistes, chercheurs, qui, Madame, sous votre présidence, ont été chargés de proposer d'ici à l'été les secteurs et les technologies où la France est susceptible d'occuper des positions de leader à l'horizon 2030. L'idée est de faire émerger les champions de demain dans les domaines utiles à la société et promoteurs en termes d'emploi. Alors bien sûr, à quelques semaines de votre échéance, vous n'allez pas tout nous dire, ça nous en sommes convaincus, mais bien sûr, on pourrait peut-être essayer de vous questionner, et ça mes collègues le feront, mais nous serions heureux de savoir si on peut connaître la date, enfin en tout cas, où en êtes-vous de votre travail, comment vous avez procédé, si vous avez le sentiment que les leaders mondiaux français, bien sûr, il en existe, mais est-ce que vous avez pu les identifier ? Et donc, dans quel temps on peut espérer les voir apparaître donc, sur la scène économique et industrielle. Et enfin, quels sont, selon vous, les secteurs les plus porteurs pour les 20 prochaines années? Je crois que c'est le minimum, puisque votre objectif, c'est de nous éclairer jusqu'en 2030. Alors ainsi, donc, notre commission sera, je pense, rassurée, puisqu'elle est créée depuis depuis un an, mais tous ceux qui la contribuent, ceux qui la constituent, ainsi que d'ailleurs la commission économique, sont déjà donc persuadés que dans le domaine du développement durable, il y a, je crois, un champ d'avenir important. Donc j'espère que nous pourrons en parler. Bien sûr que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit le recyclage des déchets, que ce soit aussi une optimisation des ressources, une plus grande efficacité énergétique, autant de champs qui sont porteurs d'espoir en termes économiques. Alors, malheureusement, notre pays traverse une période où la confiance manque un petit peu, et je crois qu'en économie, c'est essentiel. Donc, comment redonner confiance à ce pays, comment encourager ces futurs leaders dont vous allez nous parler, et nous en remercions d'avance. Merci. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, Monsieur le Président, je crois que dans votre exposé introductif, vous avez dit déjà énormément de choses. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et puis, ce que j'aimerais bien ce matin, si c'était possible, en vous remerciant de me donner l'occasion de cette audition, je souhaiterais que nous puissions, avec une partie de l'équipe du rapporteur général, vous écouter. Écoutez vos suggestions, comment vous voyez les choses, comment vous les sentez pour... Alors, Innovation 2030, on retient 2030 et j'ai fait un petit test spontané. Pour beaucoup de gens, 2030, c'est dans 30 ans. 2030, c'est dans 17 ans. 17 ans à l'échelle industrielle, c'est à la fois très proche et très loin. Si on fait cet exercice, je dirais, de retour vers le passé, 1996. Et on peut prendre des grands secteurs de notre industrie, il n'y a pas eu de modification gigantesque depuis 1996. Par contre, nous avons connu la révolution du numérique, les évolutions dans tout ce qui est télécommunications, système d'information. Donc on voit que suivant les secteurs, le rythme d'évolution est très différent. Donc comment faire, et c'est la question qui nous a été posée par le Président et le Premier ministre, comment faire pour que nous ayons une France en 2030 qui ne rate pas les grandes innovations, y compris les innovations de rupture, et qu'on ait une France forte, une France avec des emplois, une France avec un commerce extérieur redressé. Donc c'est d'une certaine façon une logique d'anticipation dans laquelle nous sommes rentrés. Et là aussi,
si on se replonge vers un passé qui n'est pas si ancien, ce passé qui a permis la construction de nos grands champions industriels aujourd'hui, à l'époque, c'était déjà une logique d'anticipation. Quand il a été décidé dans les années 70, au début des années 70, de construire sur 5 grands secteurs, 6 même, les champions français, pour faire de la France une puissance industrielle. Je rappelle le spatial, l'aéronautique, le TGV, les télécoms, le nucléaire, et puis le plan calcul. Alors quand on regarde, il y a eu un échec sur 6, ce qui est quand même un taux de réussite fantastique. Et c'est ça qui nous a permis de construire les grandes entreprises industrielles qui sont les numéros 1 mondiaux ou numéro 2 mondiaux français. Si on se replonge encore plus dans le passé, c'est la création d'Elf et de Total, qui ont été effectivement une volonté forte des pouvoirs publics. Donc nous avons été mandatés le 8 avril dernier, comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, pour présenter, pour proposer d'abord de créer une commission. Alors nous sommes 20, nous travaillons de manière extrêmement collégiale, et les 20 personnes qui sont cette commission, je dois dire que on m'a laissé carte blanche pour choisir au moins 80% d'entre eux. On a essayé de faire une commission extrêmement de gens extrêmement différents, ayant des points de vue différents sur les choses, ayant des expériences différentes. Donc ça va d'un philosophe, Michel Serres, je ne sais pas si vous avez lu son livre sur le pouce et comment ceci transformait nos enfants, jusqu'à des gens qui viennent du marketing, en passant par des innovateurs, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes ont été jusqu'au bout de leur projet, des industriels, des économistes, donc finalement des gens extrêmement différents. Et on nous a demandé de faire des choix. Alors, on pourrait se demander pourquoi on demande à une commission de faire des choix, après tout l'État peut en faire. C'est très difficile, je crois, pour l'État aujourd'hui de faire des choix, parce que il y a des demandes extrêmement nombreuses, il y a des forces qui se font jour pour pousser tel ou tel projet, et donc faire des choix rationnels est quand même parfois extrêmement difficile. Or, on ne peut pas tout faire tout le temps, et surtout, et c'est la deuxième question qui nous est posée, comment faire pour que l'État ait une politique de long terme? Comment faire pour éviter, comme diraient les jeunes, de zapper? Comment faire pour que, et on le sait, les réussites, les grandes réussites d'entreprises industrielles, technologiques, sociétales, ça ne marche que quand on est sur le temps long. Donc comment on retrouve le sens du temps long? Alors ça sera une deuxième partie de la commande qui nous est faite, associée d'une troisième partie qui est quelle méthode utiliser pour effectivement faire que l'action de l'État, des différentes collectivités et l'argent privé puissent se concentrer massivement sur un certain nombre de sujets d'importance. Donc je le disais tout à l'heure, notre travail a commencé par essayer de travailler sur l'anticipation des besoins de la France, mais aussi du reste du monde, parce que si on veut vendre, si on veut vivre le commerce extérieur, il faut vendre nos produits et nos services au reste du monde, anticiper les besoins de nos sociétés en 2030 et réfléchir aussi aux atouts actuels de ce que nous sommes. Nous sommes partis effectivement très rapidement du fait que pour être un excellent danseur, il valait mieux quand même en général avoir une bonne formation de danse. Pour devenir un cuisinier génial, il valait mieux quand même avoir une formation en cuisine. Donc on se dit que la France de 2030 doit pouvoir s'asseoir, s'appuyer sur les grands atouts qu'elle a d'ores et déjà aujourd'hui, les grandes forces qui sont les siennes. Alors, nous étions en train de travailler dans des délais très contraints, puisqu'on nous avait demandé un premier rapport avant le 14 juillet. Nous avons réussi à desserrer la contrainte et notre premier rapport est attendu pour le 9 septembre. Alors, ça va certainement faire un mois d'août moins estival que nous ne l'aurions attendu ou espéré.
Mais je pense que c'est une fort bonne décision. Je crois que l'ampleur du sujet, l'importance du sujet fait qu'on a besoin effectivement d'un petit peu de temps. Alors je voudrais souligner que cet exercice a été fait de manière diverse dans un certain nombre de grands pays du monde déjà, les États-Unis, où un énorme travail sur l'innovation est fait avec une commission innovation, avec aussi la sélection d'un certain nombre de profils, avec un appel d'offres mondial pour trouver des innovateurs et les mettre au sein de l'administration américaine. En particulier, il y a 4 personnes qui ont été choisies pour travailler à la Maison-Blanche, uniquement pour pour impulser des innovations et des transformations internes. Donc, cet exercice s'appelle le comité Jason aux États-Unis. Ça existait, donc, je le disais, aussi dans d'autres pays, Corée, Chine, etc. Le comité Jason aux États-Unis existe de manière permanente. Ça sera aussi une interrogation française. Faut-il créer une structure permanente ou non dans ce domaine? On nous a demandé dans l'aide de mission un travail de long terme. Donc, ceci est entre les deux. Alors, pour construire la réflexion, nous avons aujourd'hui organisé de très nombreuses auditions. Nous continuons. Ces auditions, nous auditons des gens très très différents, bien sûr des prospectivistes, des PME, des jeunes, des patrons de grands groupes, des patrons d'organismes de recherche, des syndicalistes, le MEDEF, etc. Alors, les débats de la Commission sont parfaitement transparents, je crois qu'il est important de le souligner, et nous nous sommes organisés pour mettre en ligne l'ensemble des auditions. Alors, toute audition se passe en 2 temps. La partie, je dirais, de présentation de la personne qui est avec nous, qui est mise en ligne, une partie de questions-réponses s'il le souhaite, et puis les questions-réponses avec la Commission hors enregistrement, l'expérience montrant que beaucoup veulent dire des choses, nous dire des choses, sans souhaiter que ça soit forcément mis sur le net. Nous avons également demandé, parce que nous ne pouvons pas auditionner tout le monde, nous avons demandé des contributions écrites aux différents acteurs économiques, grandes entreprises, PME, des différents éléments de recherche, des administrations sectorielles. Et nous avons beaucoup de retours. Ils sont riches, ils sont nombreux et ils sont en cours d'analyse par la Commission. Alors, nous sommes dans nos délais contraints de démarrage. Nous sommes aussi ouverts à des regards étrangers pour savoir, à la fois en audition des personnes qui ont un parcours à l'étranger, mais aussi en consultant nos ambassadeurs pour qu'ils nous fassent un état des lieux de ce que font en termes stratégiques sur le moyen long terme les différents pays dans le monde. Et nous avons ramené alors des réponses qui ne sont pas toutes totalement homogènes en termes de précision, donc nous essayons de les égaliser aujourd'hui, et je dois dire que nous ramenons des informations extrêmement intéressantes sur la façon dont les grands pays s'organisent aujourd'hui dans ce domaine de l'innovation et dans les choix stratégiques qu'ils font pour 2025 ou 2030. Alors, nous en sommes encore dans la phase intermédiaire. Je ne peux pas aujourd'hui vous faire un exposé sur notre futur rapport. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que le produit de sortie de la Commission, le premier produit de sortie, sera des ambitions clairement identifiées sur lesquelles ses membres souhaitent miser, car à la fois créateur d'emplois, d'export et ayant quelque part une dimension un peu géopolitique, c'est-à-dire des dimensions où la France sera ou la France ne sera pas, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir sur le long terme. Je peux dire également que tous les secteurs ne seront pas représentés. On nous demande d'en retenir 5, 6 au maximum. On ne va pas pouvoir effectivement contenter tout le monde.
Tous les besoins n'auront donc pas de réponse vis-à-vis de la commission que je préside. Nous sommes arrivés aussi à la conclusion claire que la concurrence en termes d'innovation est aujourd'hui exacerbée et qu'il ne faut pas seulement être bon pour être présent demain sur le marché, mais il faut être le meilleur et le plus tôt possible sur le marché. Time to market, je m'excuse de parler anglais, mais être prêt au bon moment sur le marché est parfois encore plus important que d'avoir le meilleur produit. Personne ne peut être le meilleur en tout, et cependant, rien n'interdit à la France de voir naître l'Apple de demain. Non pas l'Apple d'aujourd'hui, l'Apple de demain. Donc, je pense qu'il faut, et ça c'est aussi une des missions qu'on se fixe dans notre commission, il faut essayer de retrouver la confiance, Monsieur le Président, vous le disiez tout à l'heure, la confiance en notre potentiel, en notre audace. La France a vu émerger Carmat, son cœur artificiel, Aldébaran, ses projets de robots. Ces grands groupes sont aussi à l'origine d'un grand nombre d'innovations au réel potentiel. Nous devons, je pense aussi, envoyer un message fort. Tous les gens qui ont envie d'innover peuvent le faire en France et non pas, comme parfois on l'entend, on ne peut réussir qu'en partant. Ça aussi, c'est un élément clé. Et ça veut dire que nous parlerons aussi sans aucun doute de l'écosystème dans lequel se développe et doit se développer l'innovation. Alors nous acceptons aussi le risque de déplaire. Parce que quand on dit choix, implique des déçus, des mécontentements. Il y aura des désaccords, forcément. Il y aura aussi des oppositions à l'idée d'un État stratège qui investit de manière ciblée, de manière forte. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui savoir prendre des risques et qu'à force de ne pas oser, j'ai découvert ça dans cette commission. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave. La France est actuellement le 3e pays européen en partant de la fin des 27 en termes de valeur ajoutée de l'industrie par rapport au produit intérieur brut. Nous avons un énorme travail collectif à faire. Alors, on nous a attribué 150 millions d'euros. L'usage des 150 millions d'euros n'est bien sûr pas une limite. L'idée est d'avoir une stratégie de choix qui doit insuffler bien plus loin l'action des pouvoirs publics, avec bien sûr un élément qui me paraît et qui paraît à la Commission aller de soi, c'est-à-dire que dans une situation budgétaire contrainte, il faut concentrer les efforts et il ne faut pas se tromper d'efforts. Nous sommes convaincus que nous avons des atouts importants pour la réindustrialisation. Il ressort de toutes nos auditions une excellence scientifique française qui n'est plus à démontrer. Des ingénieurs français extrêmement recherchés de par le monde pour leur agilité et leur créativité. Mais je crois qu'il nous manque effectivement aujourd'hui cette confiance, ces choix, cette envie, cette vista. Et on va essayer effectivement modestement d'apporter notre tribut à ce sujet. Alors soutenir l'innovation seule, je pense, ne suffit pas. C'est un tout qu'il faut construire. La Commission va donc apporter des propositions sur les actions à mettre en œuvre pour accélérer l'établissement d'un écosystème favorable à l'innovation, avec des propositions thématiques en lien avec les choix de la Commission et des propositions qui seront aussi généralistes. Nous avons aujourd'hui, et je crois que c'est très important, aussi dès à présent un des points d'attention de la Commission qui est toute la problématique réglementaire. Je crois que nous parlions tout à l'heure des années 70, nous avons eu pendant très longtemps un système réglementaire qui était construit de manière parallèle au développement industriel et dans un certain nombre de cas pour soutenir à travers des normes, à travers des standards, pour soutenir notre industrie.
Nous avons aujourd'hui des systèmes qui sont redevenus, je dirais, très peu connectés l'un avec l'autre. Et toutes les auditions font valoir le poids des contraintes réglementaires aujourd'hui sur notre système industriel, mais de manière plus générale sur notre économie. Et plus grave encore, sur l'innovation. Parce que qui dit innovation dit effectivement quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc qui se heurte, dans bon nombre de cas, à l'existence des règles en place. Enfin, nous sommes aujourd'hui tout à fait convaincus qu'il y a beaucoup à apprendre, je le disais en commençant, de ce qui se fait ailleurs. Nous sommes donc en analyse des grands plans stratégiques des différents pays. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les uns et les autres publient assez facilement. Alors ils publient parce qu'ils ont des auditions aussi, parce qu'ils disent les choses explicitement. Je crois qu'on n'y fait pas assez attention. Et que dans la grande stratégie qu'il faut qu'on mette en place, il y a effectivement une dimension qui est géostratégique et qui est comment nous allons jouer collectivement ce jeu, comment les autres le jouent-ils et comment on va pouvoir trouver notre meilleure place. Voilà très rapidement, messieurs les présidents, ce que je voulais vous dire en introduction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis non seulement prête à répondre à toutes vos questions, avec l'aide d'Aurélie Feytaud en particulier, mais aussi d'écouter toutes vos suggestions, vos propositions. Alors, peut-être un mot sur les choix que nous allons faire. Ça fait partie des problématiques complexes que nous avons. D'abord, nous ne voulons pas du tout nous restreindre uniquement à des technologies. Nous pensons que les innovations d'usage sont particulièrement importantes. Les prospectivistes nous disent 2030, ça sera de plus en plus une société où on voudra consommer mieux, peut-être consommer moins. Et donc, tout n'est pas technologique. D'ailleurs, quand on regarde un iPhone, c'est un objet beau. C'est un objet qui a un peu de technologie, certes, mais c'est surtout un objet qui a révolutionné le rapport entre la personne et les usages. Donc tout ce qui est bien d'usage nous paraît effectivement un élément tout à fait considérable. Deuxième élément, trouver le bon degré de pixel. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la santé va être un sujet absolument croissant dans les décennies à venir, que l'allongement de la durée de vie des personnes est un élément clé. Alors on peut appeler ça la silver economy, ça a toutes sortes de noms, la dépendance. Bon. Nous nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas rester dans un grand degré de généralité, donc on ne veut pas dire la santé comme réponse. On ne va pas non plus dire uniquement au sein de la santé, je ne sais pas, par exemple la médecine régénérative. Donc, il y a des choses absolument extraordinaires. Le fait de pouvoir voir des doigts repoussés ou des organes repoussés quand ils ont été lésés, c'est quand même un tout petit peu spécifique. Donc il nous faut trouver aussi le bon degré de pixel qui soit réellement effectivement stratégique, qui ne soit pas trop large et pas trop étroit non plus. Donc c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Et je dois pouvoir dire que, en 20 personnes et fonctionnant de manière extrêmement démocratique, nous constatons une vraie convergence sur un certain nombre de sujets et avec des orientations, je dirais, de plus en plus claires. Donc je crois qu'on va réussir pour le 9 septembre à rendre une copie. Voilà. Merci madame. Bien, monsieur Daniel Raoul. Merci. Tout d'abord, je vous remercie, madame, d'avoir accepté d'être auditionnée devant nos deux commissions. On vous connaissait vos talents en termes de manager dans une entreprise qu'on connaissait bien. Je regarde les gens du côté de Mâcon, etc., n'est-ce pas, le groupe Areva. La question que j'avais à vous poser, indépendamment du fait que l'existence ou la création même de votre commission dénote une volonté d'un État stratège,
capable de faire de la prospective et en particulier de prendre des décisions dans le domaine de l'innovation. Vous l'avez évoqué, ce ne sont pas des choix faciles et en tous les cas délicats sans doute. Il reste que, comme vous l'avez évoqué, madame, je suis persuadé que l'enjeu principal dans les 15 ou 20 ans, on aura deux enjeux importants. Sans doute un, de nourrir l'humanité. Le deuxième, c'est le domaine que je qualifierais des biotech pris au sens large, qui inclut à la fois la santé, mais qui est bien plus large que ça. C'est sans doute l'hybridation entre le domaine strictement de biologie moléculaire et de traitement du signal, autrement dit, des domaines qu'on appelle TIC, mais pris au sens traitement du signal réellement, couplé avec la biologie moléculaire et les nanomatériaux qu'on peut utiliser d'ailleurs en médecine et en santé. J'ai vu une rate à qui on avait coupé la colonne vertébrale et qui remarchait avec des nanoconnexions. Je suis persuadé que vis-à-vis de la vieillissement de la population dans notre Europe, il y a des choses énormes à faire, des progrès dans les nanos et le progrès médical. Mais je dis biotechnologie au sens large parce qu'il y a plein de champs là-dedans. Mais je me demande, sans que vous nous donniez évidemment la substance de votre rapport prévu donc pour le mois de septembre, si j'ai bien compris, repoussé, les critères que vous avez déjà en tête peut-être pour sélectionner. Autrement dit, quelle est la grille ou le tamis que vous allez mettre pour arriver à définir les 5 ou 6 projets industriels innovants. Donc, est-ce que c'est les domaines, bien sûr, de l'innovation dans lequel la prospective vous donnera des éclairages, mais quels sont les autres critères? La taille, éventuellement, l'emploi, l'export, vous l'avez évoqué, pour situer la France dans le domaine de l'innovation. J'ai bien compris que vous aviez 150 millions pour accompagner ces 5 ou 6 projets, mais je voudrais savoir quelle est l'articulation de votre commission avec le commissariat général à la stratégie et à la prospective, ce que nous appelions notre génération le plan. Ça ne nous rajeunit pas, mais ainsi qu'avec le commissariat général à l'investissement. Voilà les quelques questions que je vous souhaitais vous poser en vous remerciant d'être présente ce matin. Merci. Alors, Madame Audet-Herviaux. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas tant une question peut-être qu'une intervention en faveur d'eux. Vous avez dit, Madame, que vous auriez à cœur de promouvoir dans vos choix tout ce qui sera lié au transport, l'ouverture au monde et ayant un rôle stratégique. Et bien sûr, je pense que ça n'étonnera personne parmi mes collègues de dire que moi, je veux militer pour que la mer soit prise, notamment les transports maritimes, et tout ce qui touche à cela soit pris en compte. Ça peut paraître tout à fait, Charles ne me contredira pas, ça peut paraître un peu anecdotique, mais je crois qu'il faut qu'on prenne conscience dans notre pays que tout ce qui vient pour l'avenir, par exemple les énergies renouvelables maritimes, en mer, ce sont bien sûr des savoir-faire, des compétitions sur les grands champs de l'énergie, mais c'est d'abord et avant tout un domaine maritime. Et la mer étant un élément hostile, il y aura besoin de savoir-faire, de marins, de navires, et je crois que nos armateurs devront avoir la possibilité d'être soutenus. Ce secteur-là, le transport international sera basé... Alors, il y a des secteurs dans lesquels on n'est absolument pas compétitif, je pense aux vraquiers, choses comme ça, mais on est quand même très compétitif dans les câbliers, dans toutes ces choses-là qui sont liées à ces futures énergies marines renouvelables. Et je crois que on ne peut envisager l'avenir si on n'a pas cette volonté de faire du domaine maritime et de la mer en général un secteur porteur, un secteur en développement. Alors bien sûr, tu peux rire, Monsieur le Président. Non, mais je crois que c'est vraiment très important et on sait très bien que l'avenir de notre secteur maritime, on a des... Alors,
il y a des atouts là aussi, des avantages et des inconvénients. On dit que nos marins coûtent cher, mais ils ont la réputation d'être très bons. Voilà, il faut qu'on arrive à avoir cette force de développement si on veut aller vers d'autres secteurs en pointe. Merci. Alors, la parole est donnée à M. Rémy Pointreau. Oui, Madame la Présidente, moi, si vous permettez, je voudrais évoquer l'énergie, un domaine que vous connaissez bien, et qui est un troisième enjeu par rapport à ce que disait Daniel Raoult pour les 30 années qui viennent, les 17 années qui viennent, par rapport à l'énergie fossile. Bon, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut trouver de nouveaux procédés pour de nouveaux gisements et dans quel domaine? Les gaz de schiste, est-ce que nous allons trouver des procédés nouveaux pour essayer d'extraire cette énergie qui est, par exemple, aux États-Unis, qui leur permet d'être de plus en plus indépendants du pétrole? L'énergie aussi, le stockage de l'énergie par rapport à l'électricité. Est-ce qu'on peut trouver des moyens fiables dans les années qui viennent pour essayer de stocker l'énergie? Et puis vous évoquiez également éviter de zapper sur la gouvernance. Avec l'alternance, il y a des changements d'orientation. Et c'est vrai que ça pose problème quand même, notamment dans le domaine de la fiscalité de l'énergie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qu'il faudrait figer pour essayer qu'on ait un linéaire dans le domaine de l'énergie pour pas qu'on zappe? On a vu avec le photovoltaïque ce que ça a pu donner. L'éolien, on voit bien aussi qu'il y aura des freins aussi à un moment donné, notamment sur le domaine de l'environnement. Donc voilà, je voulais vous poser cette question sur l'énergie qui me paraît quand même un enjeu essentiel. En plus de nourrir l'humanité et des biotech, je pense qu'il y a ce domaine-là qui me paraît vraiment important. Merci. Monsieur Charles Revet. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, une réflexion et deux ou trois questions rapides. La première réflexion, c'est que bien sûr, faire de la prospective, essayer de réfléchir, et vous l'avez dit, 2030, c'est dans 17 ans, donc c'est demain, soyons clairs. Et donc, je crois que s'il n'y avait pas eu cette même réflexion en amont avec tout ce qui s'est construit et qui place la France dans beaucoup de domaines de pointe, en position là, sur le haut du tableau, et non pas les derniers comme nous sommes dans d'autres domaines. Alors, mes questions, et ça va être dans le suivi de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Odette Hervieux. On a beaucoup travaillé ensemble et continue de travailler ensemble sur les problèmes maritimes. Quel est votre périmètre de réflexion? Je veux dire par là, est-ce que ça se limite à faire des propositions? Et je vous ai dit que vous avez mis un peu l'eau à la bouche tout à l'heure, de manière très habile. Le président de la Commission des affaires économiques vous a dit, mais vous n'allez pas nous dire ce que. Vous nous avez dit qu'il y avait déjà 5 pistes qui émergeaient. Peut-être que vous pourriez peut-être nous laisser entendre quelles sont les pistes sur lesquelles vous orientez en priorité. Mais ça, c'est un peu la boutade. Non, je voudrais dire quel est le périmètre de réflexion. Justement, est-ce que, et ça vraiment le domaine maritime par exemple est un exemple, est-ce que vous êtes uniquement dans la technologie ou tout ce qui est similaire à la technologie, ou si les problèmes organisationnels sont aussi dans votre domaine d'intervention? C'est la suite logique de la réflexion sur une technologie. Deuxième point, avec l'émergence des nouveaux pays, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, et il y en aura d'autres demain, à côté des États-Unis, c'est clair que la France, avec ses 66 millions d'habitants et son périmètre, même s'il est très, très grand à l'échelle du monde, n'a pas la dimension financière comparable aux autres. Et il faut quand même de l'argent. Et on le voit d'ailleurs dans un domaine particulier, qui est celui de la défense, puisqu'on a le livre blanc et qu'on voit bien qu'on est obligé de réduire beaucoup de choses parce qu'on n'est pas capable d'entretenir une dimension. Alors, est-ce que l'Europe, dans certains domaines, peut être un moyen? Est-ce qu'on peut conjuguer nos efforts avec l'Europe? Et le troisième point, mais tout se lie, le pays qui est le plus proche, enfin les pays qui sont les plus proches de nous, c'est l'Afrique. Avec ses bientôt, en 2050, on nous dit qu'il y aura 2 milliards d'habitants, il y en a 1 milliard tout de suite. Ça veut dire un marché potentiel sur lequel on n'est pas, ou très peu tout de suite,
alors que la France a les meilleurs atouts pour y être. La Chine y est, les autres aussi, et on est en train d'abandonner ce qui pourrait être un élément moteur de notre développement. Est-ce que aussi vous travaillez sur ces domaines? Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la France a un certain nombre de champions européens et même mondiaux dans différents secteurs. Le nucléaire, vous le savez mieux que quiconque, l'énergie, les transports, les télécommunications, la pharmacie notamment. Et donc, conforter ces secteurs constitue un enjeu majeur, mais cela ne suffit pas. En effet, une des difficultés principales de l'économie française, peut-être la difficulté principale, tient au fait que les PME en France sont très nombreuses, mais de taille bien inférieure, en particulier aux PME en Allemagne. Et souvent, faute d'une taille suffisante, de moyens financiers suffisants, elles ne peuvent pas consacrer beaucoup d'argent à la recherche-développement, ce qui fait qu'elles ont beaucoup de mal, globalement, à exporter. Et c'est une des causes, vraisemblablement, du mauvais état de notre balance extérieure. Donc, comment, avec les 150 millions d'euros issus du programme d'investissement d'avenir, qui sont gérés par la Banque publique d'investissement, pourront-elles pourrons-nous flécher finalement des soutiens financiers, je dirais, sur un secteur qui est aussi diversifié. Donc ça pose à mon sens la question bien sûr d'effectuer les bons choix, mais aussi la question de la complémentarité entre la politique publique d'investissement et le financement par le secteur privé lui-même. Cette bonne complémentarité, à mon avis, qu'on peut trouver dans d'autres États européens et dans le monde, est absolument essentielle. Il faut qu'on ait un bon relais entre la politique finalement publique de l'innovation et par ailleurs le soutien apporté par le secteur financier, bien sûr lui-même, par le secteur industriel privé lui-même. Comment voyez-vous cette complémentarité qui me paraît absolument nécessaire? Merci. Monsieur Robert Navarro. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lauvergeon. Moi, je suis très heureux de vous écouter parce que j'ai confiance en vos compétences et au choix qui a été fait par le gouvernement vous concernant. Maintenant, les compliments étant passés, je voudrais vous mettre en garde sur les choix importants que vous avez en main. Déjà, moi, au niveau financier, je trouve qu'ils ne sont pas au niveau. Je trouve qu'il devrait avoir, comme ça a été dit, une corrélation européenne, parce qu'aucun des secteurs concernés n'a qu'une vocation hexagonale, aucun. Les grands secteurs qui peuvent être porteurs de richesse et de développement pour notre pays, parce que la finalité de votre action, c'est cela. Ce n'est pas la recherche pour la recherche, ce n'est pas pour faire plaisir à certains scientifiques d'aller explorer des milieux qui peuvent être porteurs de richesse dans un siècle ou dans deux. Non, non, pour le moment, on a un pays qui est en jachère, hein, qui est dans une situation économique catastrophique. Donc oui, moi je trouve que les financements que vous avez ne sont pas assez au niveau, mais on se répète trop souvent et on aurait dû mettre cela en corrélation avec l'Europe. Et le choix des secteurs que vous allez identifier, c'est là au-dessus où je voudrais vous éveiller, sont très, très importants. Ne vous trompez pas de secteur, parce qu'on nous a trop souvent engagés sur des secteurs qui ont été des voies sans issue. Je ne voudrais pas que ça se remette en place. Une autre alerte que je voudrais vous signaler, structurer des grands groupes qui vont être producteurs de richesses pour notre pays et d'emplois, oui. Structurer des grands groupes qui après vont aller s'installer à l'extérieur, faire des bénéfices colossaux, supprimer des emplois, comme le fait Sanofi chez nous, après avoir récupéré un maximum de finances publiques, ça ne m'intéresse pas. Que les grands groupes fassent faire des affaires à des actionnaires, ce n'est pas intéressant. Il faut que la richesse, dans votre réflexion, reste sur le territoire et soit productrice d'emplois pour nos concitoyens. Là, vous aurez rendu service à notre République qui en a grand besoin. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Marcel Deneux. Monsieur le Président, Madame,
Mes premiers mots, c'est quand même de me féliciter de l'endroit où vous êtes venue, Madame Verjon, et de remercier les gens qui vous ont nommé. Pour une fois, on a peut-être les bonnes personnes au bon endroit, alors on va voir ce que ça donne, mais moi je fais confiance, je suis heureux que vous soyez sur ce poste. Bon. Ayant dit tout cela, j'ai entendu beaucoup de choses. Ce que vous avez dit, moi je partage à peu près tout. Alors, il y a des problèmes de court terme et des problèmes à plus long terme, c'est difficile. Sur le long terme, moi je pense qu'il y a deux problèmes essentiels, tous les autres en découleront. C'est de savoir nourrir le monde et sa subsistance à moyen terme, mais à 50 ans. Et puis l'autre affaire, c'est de lutter contre l'accroissement des gaz à effet de serre avec toutes les déclinaisons et économiques et sociales. Alors, un point que je voudrais retenir, et je ne veux pas être long, le problème essentiel, et c'est presque le seul, c'est la formation des hommes et des femmes, bien sûr. Remettre la France d'aplomb en matière d'enseignement à l'école primaire. Quand je vois notre niveau, la génération qui se prépare, elle est à l'école primaire aujourd'hui, elle n'est pas très très bien par rapport à l'échelle du monde. Et puis, vous qui n'êtes pas tout à fait un produit des grandes universités, regardez comment on peut donner de l'efficacité à l'autre échelon, c'est-à-dire nos universités. Par rapport aux universités internationales hautes, la France n'est pas les mieux placées. Est-ce qu'on peut coordonner tout ça? Enfin, pour faire clair, il faut préparer les hommes à être au bon niveau dans 30 ans, et ça commence sans doute par l'école primaire. Enfin, un aspect sectoriel, parce que je le vis actuellement, nous avons décidé à l'Office parlementaire des choix scientifiques hier de faire un rapport qui est intitulé, je vous donne le titre, nous l'avons changé hier soir, les freins réglementaires à l'innovation en matière de l'efficacité énergétique des bâtiments. Parce que nous considérons que c'est le secteur essentiel et qu'il y a suffisamment de blocage pour qu'on s'en occupe. Mais le président de l'Office qui est là l'aurait dit mieux que moi. Mais je veux vous donner la nouvelle. Je pense qu'on sera amené à collaborer quelque part avec vos prérogatives. Merci. Monsieur Hervé Moret. Merci, messieurs les présidents. Madame la Présidente, j'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit et j'avoue que je suis parfois, et même plus que parfois, désolé de voir qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, on n'a plus d'État stratège. On a parfois même le sentiment que les gouvernements successifs soutiennent davantage des industries dépassées que des industries d'avenir, hein. Je m'intéresse un peu aux questions du numérique. On a par exemple en France une industrie de la fibre optique qui est à mon sens pas suffisamment soutenue et qui un jour disparaîtra. Donc l'idée d'avoir un État stratège qui est capable, comme vous l'avez rappelé et comme on l'a fait dans le passé, d'identifier des secteurs porteurs pour faire en sorte de faire de vraies locomotives me paraît tout à fait essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, vu de l'extérieur, parce que c'est toujours là que l'on voit le mieux les choses, la situation industrielle de la France, je vais faire plaisir à Raymond Vall, on a le sentiment qu'à part l'industrie aéronautique, on est plutôt en recul sur les domaines même où on était, il n'y a pas si longtemps, les plus forts. Alors il faut, vous l'avez dit, faire des choix, et c'est tout à fait normal, et c'est même nécessaire que les choix que vous ferez ne plaisent pas à tout le monde, parce que s'ils plaisaient à tout le monde, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas assez hiérarchisés, assez ciblés. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment on fera pour que ce rapport que vous allez rendre, et qui sera certainement très intéressant et très pertinent, ne reste pas un rapport. C'est-à-dire comment on fait pour que les préconisations que vous ferez, dont je veux bien croire qu'elles seront tout à fait pertinentes, soient suivies des faits. Vous avez vous-même identifié un certain nombre d'obstacles. Il y a des obstacles très importants. Non seulement le fait d'être le meilleur sur certains secteurs qui en soi n'est pas facile, mais au-delà, il y a l'environnement réglementaire et fiscal, dont vous avez souligné qu'aujourd'hui, il n'était pas du tout favorable à l'entreprise et à l'innovation. Alors comment on peut, dans un pays où il y a des difficultés financières et budgétaires, où il y a aussi des obstacles culturels, comment on fait pour revenir sur un environnement juridique et fiscal qui n'est pas favorable, et comment on fait, je crois que c'est encore plus difficile, pour redonner confiance à nos concitoyens, et notamment aux jeunes, parce que vous l'avez dit là aussi, aujourd'hui, un jeune, il pense, et de plus en plus, que pour réussir, il faut partir.
Alors comment on fait pour redonner le goût d'entreprendre et le goût de réussir? J'avoue que je ne vois pas aujourd'hui dans les politiques mises en place des mesures qui aillent dans ce sens-là. Donc je serais très heureux d'entendre vos réflexions sur le sujet. Merci. Monsieur Roland Courteau. Oui, j'allais reprendre la question de M. Moret. Comment ferez-vous pour que ce rapport ne reste pas rapport? Mais je voudrais également revenir sur un autre domaine où nous sommes déjà leaders. Vous avez parlé tout à l'heure de comment faire une politique de long terme. Nous sommes déjà leaders dans ce domaine-là, il faudrait le rester, et ce d'autant qu'il génère quelque chose comme 330 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. C'est l'aviation civile. Il s'agit là donc, je crois, du résultat d'une politique de long terme. Nous savons qu'à l'horizon 2030, le nombre de passagers dans le monde va doubler. Nous serons très certainement autour de 5,7 milliards de passagers. Nous savons que les avions devront être plus économes en carburant. Nous savons qu'ils devront émettre moins de gaz à effet de serre. Bref, des ruptures technologiques ont déjà eu lieu avec la fibre carbone. D'ailleurs, au passage, rappelons que si on allège la masse d'un avion d'1 tonne, sur la durée de vie de l'avion, c'est 6 000 tonnes de carburant économisées. C'est dire l'importance d'alléger la masse des avions. Bref, il faut s'attendre à d'importantes ruptures technologiques sur l'architecture des avions, sur les moteurs et également sur les biokérosènes de 3e génération où là, on n'avance pas tellement vite. Bref, il semble que nous ayons, enfin que la courbe de progrès dans l'aviation civile soit asymptotique, ce qui implique vraiment des ruptures technologiques d'importance. Or, je signale sur ce point que les Américains mettent le paquet en matière de recherche. Je signale que les Chinois en font autant et de façon très massive. Et puis, je constate que depuis 2011, le budget de la France consacré à l'ONERA est passé de 140 millions à 60 millions d'euros. L'ONERA, je le rappelle, c'est la charnière entre la recherche académique et le développement technologique de base. Je pourrais également évoquer le problème de financement du CORAC, qui travaille sur les nouvelles configurations d'aéronefs et sur les ruptures technologiques. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que voilà un secteur où nous sommes leaders actuellement, et attention de ne pas être relégués après les États-Unis et après la Chine, parce que les crédits à la recherche seraient nettement en recul. Merci, Monsieur Jean-Jacques Mirassou. Oui, moi je vais vous interpeller, Madame la Présidente, sur une question qui taraude les esprits. Peut-être parfois en n'ayant pas tout à fait un diagnostic que mes collègues, s'agissant de la vocation de votre mission. Et vous avez tout à l'heure évoqué le fait que être utile à la société tout en générant des emplois. Et je crois que là, on est véritablement dans ce qui garantit ce qu'on appelle l'intérêt général, et qu'en même temps, l'État stratège ne peut pas faire l'impasse sur ses responsabilités. Donc la question que je me pose, c'est de savoir quelle va être l'articulation entre ce que va révéler le travail de votre commission ou mission, et en même temps les ministères qui sont les plus concernés. Je veux parler de celui du redressement productif et de celui également de la recherche. Alors j'imagine qu'on vous a assigné une forme de liberté d'action et de pensée, mais la difficulté dans l'exercice de style va consister ensuite à rentrer dans les travaux pratiques. Faute de quoi, vous auriez à mener une dimension intellectuelle avancée, mais qui ne serait pas tellement productive. Donc ça m'intéresse précisément de savoir comment vous voyez cet avenir. Et en même temps, je reviens à ce qui a été évoqué en tant que Toulousain, non pas l'aéronautique, même si au passage, quand on dit État, responsabilité sur le plan de la stratégie industrielle, je n'arrive pas à me satisfaire des désengagements de l'État dans les secteurs clés. Et quand je dis ça, je fais directement référence à la perte de l'actif de l'État en ce qui concerne EADS. Mais ce n'est pas sur ça que je vais m'interroger ou vous interroger, c'est sur Sanofi, qui est un vaisseau amiral de l'industrie pharmaceutique et qui, au moment où il va opérer une formidable mutation en ce qui concerne la R&D, en délaissant en quelque sorte le booster pour se diriger vers des médicaments d'avenir, plus personnalisés, et je rejoins la préoccupation de Daniel Raoult,
paradoxalement, on assiste en quelque sorte à la tentation de diminuer la voilure en ce qui concerne la R&D au niveau du personnel. Avec, faut-il le préciser, une industrie qui concurrence totale dans le classement au niveau du CAC 40 et qui, bon an mal an, dégage entre 5 et 8 milliards de bénéfices. Et là, on est au cœur de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire utile de la société et créateur d'emplois. Et faire l'impasse sur cette responsabilité-là, du point de vue de ce laboratoire, serait, à mon sens, une faute énorme, parce que même si son devoir est de tourner vers l'avenir, et personne ne peut négliger cette dimension-là, il reste quand même, en ce qui concerne les anciens médicaments, des marchés, appelons-les comme ça, y compris en France, par rapport à des pathologies infectieuses qui ne sont pas encore maîtrisées sur le plan des spécialités pharmaceutiques. Je ne veux même pas parler des pays émergents ou d'Afrique noire. Donc là, il y aura des choix à faire. Et le raisonnement un peu égoïste qui consisterait à dire on se tourne préférentiellement vers l'avenir me semble terriblement restrictif par rapport à la mission qui vous a été assignée et qui donc, par contre-coup, est assignée au même laboratoire pharmaceutique. Merci. Monsieur Yannick Vaugrenard. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Lauvergeon, vous le disiez tout à l'heure, finalement, 2030, c'est pas après-demain, c'est demain. Et voici 17 ans, j'ai essayé de m'imaginer quelle était une forme de pensée dominante. C'était plutôt que l'économie de marché allait tout réguler et qu'il n'y avait pas besoin d'État stratège, en quelque sorte. Est-ce que c'est la magie de votre présence? Mais j'ai l'impression que ce matin, tout le monde est d'accord, tout courant politique confondu, sur le fait qu'il est de la nécessité d'un État stratège. Donc c'est bien qu'il y ait eu cette avancée-là en fonction aussi de la réalité objective des choses. Ce qui a beaucoup évolué durant ces 17 dernières années, c'est aussi les moyens de communication individuels. Et cet outil formidable que nous avons tous a été, je trouve, extrêmement bien imagé et développé sur le plan philosophique par Michel Serres dans son petit livre « Petite poussette », où on se rend compte qu'aujourd'hui, ce formidable dictionnaire permanent permet d'être au courant de tout, d'être informé de tout dans la seconde ou dans la minute qui suit. Et du coup, ça transforme complètement également le domaine de la formation qui a été évoqué par Charles Deneux tout à l'heure. Le domaine de la formation et de l'enseignement va automatiquement changer et évoluer de par ce simple fait-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans 10 ou 15 ans, est-ce qu'il y aura d'autres moyens de communication qui permettront de changer aussi de manière considérable, à la fois de relier les individus entre eux, mais souvent de manière très impersonnelle finalement, et sans qu'il y ait le contact et l'humanité qu'il y a habituellement. Ma première remarque. La deuxième remarque, c'est par rapport au développement de l'énergie hydrolienne. Louis Gallois l'évoquait devant nous à l'occasion d'une dernière audition. C'est un formidable moyen de développement énergétique parce que l'énergie des courants, c'est permanent. Ce n'est pas comme le vent ou d'autres énergies. Et du coup, est-ce que dans ce domaine particulier, notre pays ne devrait pas investir de manière beaucoup plus forte parce que nous disposons de courants importants du fait de notre situation géographique? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, dans les 17 années à venir, de prévoir un investissement très fort dans le domaine du développement de l'énergie hydrolienne? Merci. Monsieur Jean-Jacques Filleul. Oui, merci, Monsieur le Président. Votre présence à Lauvergeon, celle de Louis Gallois dans le domaine industriel, montre qu'il y a une volonté du gouvernement d'une vraie rupture, je crois, et qui est vraiment nécessaire. Il faut que la France retrouve un destin industriel, c'est son avenir. En même temps, j'ai eu le plaisir de vous accueillir à Montluy-sur-Loire. Vous avez visité une entreprise innovante dans le domaine de l'aéronautique, TLD, avec le taxibot, hein, qui économise beaucoup d'énergie pour le décollage des avions sur les aéroports. Donc cela prouve que vous êtes déjà au cœur du sujet. Et je trouve que c'est vraiment décisif. En même temps, je vais parler d'une filière qui n'existe pas, mais qui fonctionne tous les jours. Et vous l'avez évoqué en parlant des contraintes. Nous sommes élus de terrain, nous connaissons les entreprises, petites, moyennes et quelquefois même des entreprises personnelles.
Et on sait très bien que malheureusement, il y a chaque jour des entreprises qui sont freinées dans leur production, dans leurs innovations, dans leur développement, par des contraintes, souvent des contraintes administratives, de gens qui ne s'imaginent pas des gens qui ne s'imaginent pas le mal qu'ils font au développement d'entreprises. Moi, j'en connais beaucoup. Et tout le monde ici en connaît. Je suppose que Daniel, en particulier, il connaît bien tous ces problèmes industriels et de recherche. Voilà. Elle freine beaucoup de choses. Elle décourage souvent des entreprises. Elle décourage, oui, le développement, l'innovation. Moi, je voudrais savoir comment vous allez explorer ce dossier. Alors, ce n'est pas une filière globale, c'est vrai, mais c'est la filière du quotidien. Et c'est celle qui, peut-être, sur le terrain, peut permettre de dégager des forces nouvelles. Et je pense que même si la BPI va être attentif, même si tout ce qui a été mis par le gouvernement en place, et j'y crois, va aider à limiter la casse, si je peux dire, il n'empêche qu'elle existe. Et puis, moi, je voudrais quelques mots sur Sanofi. Sanofi existe aussi dans mon département. Je suis aussi d'accord avec toi, Jean-Jacques. En même temps, moi, j'ai travaillé 28 ans dans un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Pfizer, qui avait des laboratoires très importants dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoires, quasiment plus. Ils en ont supprimé un dans mon département de 180 personnes il y a 5 ans, à la place du laboratoire aujourd'hui, qui était ultra innovant. Ils avaient investi 500 millions d'euros en l'espace de 5 ans précédemment. Aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoire, il y a une pelouse à la place. L'ancien gouvernement avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues, évidemment, puisque l'industriel avait décidé, une stratégie, c'est-à-dire qu'il ne travaille maintenant que sur des start-up. Il rachète des start-up qui développent elles-mêmes des produits innovants. Il les achète très cher, il les développe et on en fait après des blockbusters sur le marché mondial. Et j'ai bien peur que Sanofi soit aussi dans cette dimension-là. Alors peut-être faut-il, évidemment, dans la stratégie qui est la vôtre et celle de Lugalois, regarder ces problèmes-là de très près. Merci. Monsieur Ronan Dantec. Oui, j'ai écouté avec attention mes collègues. Je crois que je suis d'accord avec beaucoup de choses que j'ai entendues précédemment, notamment ce paradoxe français qui est que finalement on est resté un pays très colbertiste, donc qui a une réflexion souvent franco-française, et en parallèle plus de stratégie industrielle. Donc les deux cumulés, le monde devient difficile à affronter. Donc, moi, mes deux interrogations par rapport à votre travail, qui est évidemment un travail important. La première, mais Charles Revet avait commencé à le dire, puis Robert Navarro aussi, c'est de dire, si on sort de cette réflexion collective par des propositions franco-françaises, on sera passé probablement totalement à travers. C'est-à-dire que ce qu'on attend aujourd'hui comme stratégie, c'est une stratégie de structuration des filières européennes, avec un pilotage européen, une gouvernance européenne, que nous ne sommes par culture et par tradition absolument pas préparés à ça, qu'on aurait même une tendance naturelle à essayer de défendre nos anciens secteurs, et qu'on fait ça depuis 30 ans, en s'épuisant à conserver des secteurs qui sont en fait marginalisés à l'échelle européenne ou mondiale. Et donc, moi, ce que j'attends un petit peu, et vous pouvez peut-être nous en donner quelques indications aujourd'hui, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, l'intégration européenne et la gouvernance européenne des grandes filières industrielles que nous, Français, nous proposons. Je crois que ça, c'est le point clé. Et quand on cite l'aéronautique, la différence entre l'aéronautique et nos secteurs traditionnels comme l'automobile, c'est que l'aéronautique, c'est bien une gouvernance européenne et c'est bien des moyens européens qui sont mutualisés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point est un peu en lien, c'est-à-dire la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on affronte les conservatismes français? Et en termes industriels et économiques, les conservatismes sont même assez partagés entre les différents échiquiers politiques. Nous avons des secteurs que nous considérons comme des secteurs de pointe et qui sont des secteurs plutôt marginalisés, au moins à l'échelle européenne.
je sais que je vais être un peu provocateur, mais tout le monde m'attend là-dessus. Il est clair qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, par exemple, le nucléaire est plutôt une industrie d'appoint. Si on prend les chiffres d'Euroélectrique, c'est 250 milliards d'investissements dans le renouvelable à l'échelle européenne dans les 10 prochaines années et 16 milliards dans le nucléaire. C'est le rapport d'enquête parlementaire sénatoriale qui a confirmé ces chiffres-là. Non, c'est les chiffres d'Euroélectrique. Reprenez le rapport d'enquête sénatoriale. C'est quand même étonnant qu'on n'affronte pas les chiffres. Donc, en tout cas, un certain nombre de réactions de mes collègues prouvent qu'on a toujours du mal à affronter la réalité du monde européen tel qu'il est, et que donc, à partir de là, mais ça joue aussi dans d'autres domaines. Le domaine de l'automobile est là-dessus un domaine intéressant. Je vois qu'on a toujours autant de mal avec le réel. Dans le domaine de l'automobile, on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une industrie française qui n'a pas pris non plus le tournant des grands enjeux environnementaux. Et même, on pourrait considérer qu'une part du déclin industriel français, c'est le fait de ne pas avoir intégré dans les années 80 les enjeux environnementaux émergents, y compris par rapport aux Allemands. Et donc, est-ce que, dans le cadre de votre mission, vous avez aussi capacité à faire des propositions de sortie de secteurs qui sont plutôt considérés comme des secteurs forts de notre patrimoine industriel, mais qui sont des secteurs de niche, qui n'ont pas un avenir si important que ça, et que sortir en bon ordre de secteurs où on a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et où des gens très brillants se sont investis depuis très longtemps, est une des clés de l'avenir industriel français. Et je crois que c'est aussi sur les propositions de sortie d'un certain nombre de secteurs que se jouera l'avenir industriel français. Merci. Madame Bernadette Bourzet. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention va être assez brève parce que quand on arrive en dernier, presque tout a été dit. Je souhaitais en effet parler de la formation, Marcel Deneux l'a fait, parler des énergies. Moi, je suis plutôt source d'énergie renouvelable que nucléaire, donc voilà, ça vient également d'être dit, mais pas forcément dans les termes que j'aurais employés, c'est pas grave. Moi, je souhaiterais reprendre une de vos observations qui disait, vous disiez tout à l'heure, qu'il fallait être attentif aux usages. Et je pense qu'il y a des secteurs où les usages vont devenir extrêmement importants en matière de développement. C'est en particulier tout ce qui concerne la silver economy, les personnes âgées, le maintien à domicile, la médecine, la télémédecine, etc. Parce que, bon, je suis élue du Limousin, qui est, vous le savez sans doute, la région la plus vieille d'Europe. Ça nous donne une obligation qui est de maintenir à domicile ou d'accueillir dans des établissements spécialisés des personnes de très grand âge, malgré la radioactivité du Limousin. Donc vous voyez que ça conserve finalement plus que ça ne détruit. Et nous sommes en train de mettre en place des politiques de maintien à domicile avec la domotique. La firme Legrand en particulier étant spécialisée dans ce secteur, je crois qu'il y a là un usage important qu'il convient de conforter parce que nous sommes l'image de l'Europe dans 15 ans et 20 ans, c'est-à-dire en 2030. Et nous avons ce devoir-là de préfigurer, en somme. Donc voilà une idée du développement des usages innovants. Merci. Alors, le dernier interlocuteur, c'est Monsieur Didier Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Très heureux de vous retrouver ce matin, Madame, avec une autre casquette. Alors moi, je vais être très très court, d'autant plus que je vais avoir l'impolitesse de devoir partir dans 5 minutes, donc je ne pourrai pas écouter la suite. Et comme je suis incapable de savoir quelles sont les filières d'avenir industrielles de notre pays, de notre planète, je voudrais simplement dire 2 convictions que j'ai au fond de moi-même. Je pense déjà que le fait qu'on reparle d'État stratège et que l'on se dise bon sang de bonsoir, on n'est pas obligé d'aller dans le déclin et de se casser la figure comme on le fait depuis des années, c'est quand même quelque chose de bien. Après, il faudra trouver où aller. En tout cas, tous les outils que nous avions, tout à l'heure, le président Raoul en parlait, ont été démontés les uns après les autres ou se sont épuisés parce qu'ils n'avaient plus les moyens de fonctionner. Et on s'aperçoit qu'in fine, aujourd'hui, dans cette mondialisation effrénée, ce n'est pas le libéralisme qui peut sauver la planète, mais c'est au contraire une économie planifiée, entre guillemets, avec des stratégies.
Et ça, aujourd'hui, je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas qu'on ait des divergences politiques, mais tout le monde est là-dessus. Le libéralisme va mettre la planète dans une difficulté immense. Et la régulation, c'est ce dont nous parlons ce matin, et ce dont nous sommes tous d'accord, est une des réponses, peut-être, je n'en suis pas sûr. Moi, il y a deux sujets qui me semblent importants, générateurs d'emplois, me semble-t-il. Le premier, on en a parlé, il y a un grand plan de fibre optique, on avait parlé le précédent gouvernement, l'actuel en a parlé. Il y a certes les tuyaux indispensables, la fibre optique partout, des milliards, on va le faire partout, mais c'est surtout les usages, vous parlez des usages. Et là-dessus, me semble-t-il, on a la possibilité de trouver des niches terribles dans plein de sujets. Et moi, je vais vous prendre un exemple. Dans le département de la Drôme, il y a une petite commune qui s'appelle Nyons, il y a un hôpital. L'hôpital devait être fermé, le service radiologie devait être fermé. Il a été maintenu uniquement parce que le Conseil général a tiré 2300 km de fibre optique, que la fibre optique arrive à Nyons et que désormais cet hôpital fonctionne parce qu'il est en lien, et depuis un mois maintenant, parce qu'il est en lien avec Valence, avec Grenoble, avec Lyon, et parce que les radiologues font Je prends cet exemple. Mais à travers la fibre optique, je pense que nous avons un développement énorme en termes d'usage dans notre pays. Et puis le deuxième sujet, pour aller très vite, c'est celui de l'énergie. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe avec les éoliennes, avec la fibre optique. On a des produits qui viennent de l'extérieur. On n'est plus capable de créer quoi que ce soit, de fournir quoi que ce soit. Il n'y a plus d'entreprise. Et je pense qu'il faut y aller là-dedans. Et que dans l'énergie, ne doutons pas que ce sera un des problèmes cruciaux de la planète. On devrait avancer. Et contrairement à mon excellent collègue Ronan Dantec, je continue à penser que dans les 40 ans qui viennent, si nous étions capables de faire de la recherche dans tous les domaines de l'énergie, notamment dans le nucléaire, et de construire une quarantaine ou une cinquantaine de centrales nucléaires de plus petite catégorie, de plus petite puissance, il faudrait y aller, et je pense que ça sera indispensable. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec la Turquie en est un... Non, mais rigolez pas, parce que vous ne l'avez pas fait. Et quand le précédent gouvernement, et notamment quand M. Borloo a eu l'opportunité de le faire, il ne l'a pas fait. Donc on est tous dans le même cas. Donc repensons à tout cela. Non, justement, on n'en est pas là, mais je dis simplement que là-dessus, vous savez, tout le monde a sa croix à porter. Voilà. Et vous l'avez porté pendant 10 ans et vous n'avez pas rehaussé la filière nucléaire. Et je ne sais pas si ce gouvernement le fera. Je sais simplement qu'il y a, en termes de recherche, développement dans ce secteur, par rapport à ce qu'est le marché mondial, la possibilité d'avancer encore. Nous sommes en plein dans la transition énergétique. Nous savons très bien qu'il faudra réduire la part du nucléaire et nous sommes tous d'accord et elle se réduira mathématiquement. Mais on sait obligatoirement que la demande d'augmentation d'énergie au monde va faire qu'on sera obligé encore pendant des années de le faire. Il me semble que c'est un credo porteur d'avenir. Merci. Alors, Monsieur Pierre Hérisson, pour conclure. Non, alors, Monsieur le Président, bonjour Madame Le Vergeon. On va se partager mon intervention avec mon voisin, comme ça il peut intervenir aussi. Donc moi je vais parler du goût de l'effort et lui du goût du risque. Donc ce sera plus simple. Madame Le Vergeon, nous vivons dans une société où on est sous péridurale et on meurt sous palliatif. On a donc quelque part inconsciemment, on est en train de perdre le goût de l'effort indispensable à la recherche et au développement, à la rentabilité et à toutes ces choses-là. Donc, mon intervention sera très courte. Comment est-ce que l'on fait dans le domaine de la stratégie pour redonner en particulier à la nouvelle génération qui va arriver aux responsabilités le goût de l'effort, par l'incitation à l'effort, quelle incitation à l'effort, quel intérêt à l'effort, parce qu'il faut aussi penser à ces choses-là. Donc il faut qu'il y ait une récompense quelque part, peut-être suffisamment substantielle et conséquente à l'adresse de ceux qui réussissent dans recherche, développement, etc., etc. Et puis dans le domaine de l'énergie,
je crois qu'il faut que nous fassions attention aussi à la, non pas pour le coup à la perte du goût de l'effort, mais à aller vers des clichés tout faits qui ont oublié quelque part une chose en route, et on en a bien la conséquence ces jours-ci, c'est que la France, qui parmi ces quelques leviers de compétitivité, ces entreprises ont l'avantage de disposer d'un accès à l'énergie, un des moins chers de l'Europe, et qui malheureusement, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur le sujet, et je pense que ce levier de compétitivité, nous devons le garder. Parallèlement à ça, pour assurer la transition énergétique, il faut bien créer quelque part les recettes et le chiffre d'affaires et les recettes qui permettront de le réaliser. Donc on est là dans une espèce de contradiction. J'aimerais que vous nous disiez comment on peut gérer le passage de l'un à l'autre ou la complémentarité de l'un à l'autre. Je vous remercie. Et donc Michel Magras. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai que j'interviens en tout dernier, mais les sujets que je vais évoquer, le sujet a probablement été évoqué par les collègues, mais je souhaite le dire d'une manière différente. Madame la Présidente, vous nous avez dit que par le passé, la France a quand même réussi à gagner un certain nombre de places au niveau mondial où elle a été et elle est encore parmi les premiers au monde. Il y a sans doute des raisons à cela. Aujourd'hui, vous nous dites qu'en termes de valeur ajoutée dans le domaine industriel, nous sommes passés au 3e rang, mais à partir de la fin, au niveau européen. Bon, je dis que la mission qui est la vôtre, qui consiste à regarder l'avenir et à nous dire dans les secteurs dans lesquels la France doit se placer, elle est importante, fondamentale, mais c'est un aspect de la question. L'autre aspect que moi je souhaite évoquer, c'est que nous savons tous qu'aujourd'hui, les Français, au sens le plus large du terme, effectivement, s'exportent et éprouvent le besoin, quel que soit le niveau intellectuel, le niveau de découverte, de recherche, d'aller à l'extérieur. La France ne pratique plus aujourd'hui, n'incite plus les Français à prendre des risques et pratique, comparativement à d'autres territoires, on connaît le rôle des États-Unis dans ce domaine, il existe en France une peur de l'échec qui est un frein absolument fondamental pour l'avenir. Si nous ne réussissons pas à changer cette peur du risque et cette culture de l'échec, le droit à la 2e chance, voire à la 3e chance, la France ne s'en sortira pas. Et l'idée aujourd'hui pour nous, ce n'est pas seulement de savoir dans quel domaine l'État doit inciter les Français à aller, c'est aussi de savoir dans quel domaine la France pourra ramener vers elle, quelle politique mettre en place pour que la France ramène à l'intérieur du territoire des économies qui vont enrichir la France et comment elle sera capable de s'exporter aussi à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ça, je ne sais pas si c'est dans les limites de votre rapport, mais c'est un petit peu ça le sens de ma question. Allez-vous aborder la question de que faut-il faire pour inciter les Français aujourd'hui à innover et disons, à relancer l'économie française? Bien, merci. Alors. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous pour cette formidable contribution. Je dois dire que vous nous alimentez et vous allez alimenter nos travaux de manière très, très forte. Et je vais essayer de répondre aussi aux interrogations que vous m'avez exprimées. Alors d'abord peut-être il y a une question un petit peu en commun auquel je voudrais répondre. Effectivement on va s'adresser à l'écosystème en général. Je crois qu'on ne peut pas parler d'innovation sans parler. Alors c'est vrai qu'écosystème c'est un peu un mot valise, c'est un mot à la mode. Moi j'ai une façon peut-être plus imagée de dire les choses. On nous demande quel type de vitamines et d'alimentation il faut donner à des poissons pour qu'ils puissent se développer dans un aquarium. Je pense que la première réponse, c'est que l'aquarium doit avoir la bonne lumière, avec la bonne eau, la bonne salinité et le bon pH. Pour développer des poissons, c'est indispensable. À partir de là, pour développer tel ou tel type de poissons qui vont être capables de peupler, de se développer,
il y a effectivement des recettes spécifiques. Mais d'abord, il faut avoir un bon aquarium avec la bonne eau, la bonne sanité, le bon pH, la bonne lumière. Donc c'est là où l'écosystème est complètement clé. Et je crois qu'effectivement, notre écosystème français aujourd'hui a des points forts évidents, je le disais tout à l'heure, d'excellents chercheurs, d'excellents ingénieurs, une tradition, je dirais, qui a connu les ingénieurs français par rapport à des ingénieurs d'autres nationalités, c'est qu'un ingénieur français en général est infiniment plus créatif face à une situation inattendue qu'un ingénieur d'une autre nationalité. Donc nous avons je dirais, des caractéristiques qui nous poussent vers l'innovation. En même temps, nous avons aussi, il faut bien le dire, une fiscalité, des contraintes réglementaires. J'ai bien aimé la formule que vous avez utilisée, qui est, on a gardé le colbertisme sur le plan réglementaire, mais on a oublié la stratégie industrielle. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a gardé un côté, on a perdu l'autre. Donc, je voudrais saluer également juste pour terminer, le réglementaire, le fiscal. Le sujet fiscal est considérable. On voit un syndrome aujourd'hui assez fort, il y a aujourd'hui énormément de start-up en France. Donc le fait d'oser faire une start-up existe. Beaucoup échouent, un certain nombre d'entre elles réussissent, grossissent, donc les fonds d'amorçage, ça marche. Le premier financement, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, on constate que pour beaucoup d'entre eux, et d'ailleurs c'est une courbe assez terrible, on vend. On vend la technologie, on vend l'innovation, en général à une société étrangère, qui va créer des emplois dans son pays natal, je dirais, et l'entrepreneur, s'en va. Et en général, ce sont des serial entrepreneurs, ils vont aller entreprendre ailleurs, pour des raisons fiscales. Bon, ça, c'est un énorme sujet, parce que je crois que d'abord, il faut garder ces gens qui ont cette espèce Et en même temps, il faut s'interroger de savoir pourquoi ils ne font pas grandir leurs entreprises. Pourquoi ils les vendent ? Parce que c'est trop compliqué ? Parce qu'ils ont des problèmes de financement ? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Nous ne voyons pas croître les entreprises comme nous le voyons aux États-Unis, par exemple. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez un énorme marché, immédiatement, unifié. Vous avez un système européen beaucoup plus complexe, vous avez effectivement le système normatif français. En tout cas, ça me paraît une question commune sur l'écosystème qu'effectivement nous allons adresser. Alors, deuxième réponse peut-être un petit peu je vais revenir à chacune de vos interrogations, mais peut-être en facteur commun. On s'aperçoit que de plus en plus, ce qui va être facteur d'innovation et de richesse, c'est l'intersection de ce qui était jusqu'à présent séparé. Vous citiez tout ce qui est biologie et le biologique et les nanotechnologies. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples, le big data avec la finance. Donc l'intersection d'éléments qui n'ont jamais parlé entre eux va être extraordinairement créatif. Or, on s'aperçoit, et nous avons auditionné un certain nombre de jeunes gens sortant du système éducatif français, c'était aussi une question qui revenait, alors, des gens qui ont réussi, entre guillemets, le système éducatif français, qui sortent des universités, qui sortent des grandes écoles. Ils nous disent tous, écoutez, nous, on a tous envie de faire des start-up, on a tous envie, donc il y a un esprit entrepreneurial. Néanmoins, nous ne connaissons que des gens qui ont été dans les mêmes écoles ou les mêmes universités que nous, dans les mêmes spécialités. Là où effectivement vous êtes au MIT, aux États-Unis, vous êtes sur des campus où il y a toutes les spécialités ensemble. Nous sommes dans un système de division, de silos, où chacun est spécialisé. Donc un polytechnicien va travailler avec un polytechnicien, un spécialiste du droit, alors qu'on aurait besoin d'une hybridation. Lancer des nouveaux usages, lancer des nouveaux produits, ça suppose d'avoir des gens du design, par exemple. Faire de beaux objets est complètement clé. Faire un beau site, faire quelque chose d'attractif en termes de... Or ça, quelqu'un qui vient du monde du design a une chance très faible d'aller rencontrer un ingénieur versus un commerçant. Donc comment est-ce qu'on organise de manière beaucoup plus systématique ces choses-là? Alors, à titre personnel, moi, je suis très impliqué là-dedans. On est là. Je suis présidente du conseil d'administration de l'École des mines de Nancy depuis maintenant 9 ans. Nous sommes le premier endroit où on crée sur le même campus, et on l'a démarré l'année dernière, sur le même campus, une école des mines, une école de commerce et une école de design.
Et on retrouve toujours retour vers le passé. L'école de Nancy, c'était quoi? C'est d'être capable de vendre des fontaines qui étaient faites avec une technologie absolument extraordinaire en fonte, un design fantastique, et d'être capable d'aller les vendre au fin fond de l'Amérique latine, où on les retrouve toujours. Vous arrivez dans des villages et vous êtes complètement stupéfait de voir une fontaine française du 19e siècle installée. Donc retrouver ce genre de rapprochement, d'hybridation, me paraît complètement clé. Donc c'est vrai dans les secteurs, c'est vrai dans les formations, c'est vrai dans les gens. Donc désiloter, je dirais, notre système éducatif, notre système en général. Je dois vous dire aussi, grand sujet commun à beaucoup de vos interventions et de vos avis, oui, je crois qu'on a besoin de retrouver un État stratège. D'abord parce que nous sommes en compétition avec des États stratèges. Qui pourrait prétendre que la Chine n'est pas un État stratège? La Corée, le Japon, ça c'est les États asiatiques, me direz-vous. La Russie est un État stratège. Les pays du Moyen-Orient, avec leurs fonds souverains. Les États-Unis, avec leurs dépenses militaires et civiles. Alors nous, alors même que ça a été notre force historique, on dirait non, nous on n'a pas besoin de stratégie. On a des normes, on a des contraintes réglementaires, ça nous suffit. Je crois que c'est vraiment une erreur et je crois que vraiment il faut qu'on retrouve le sens de la stratégie. Alors, notre grille, m'avez-vous demandé, eh bien, c'est à la fois le commerce extérieur, l'emploi, la place de la France dans le monde, plan géostratégique, champion du monde, et puis, dernière dimension, l'acceptation sociale. Parce que l'innovation, il faut qu'elle soit acceptée. Vous savez, il y a la célèbre histoire de l'anglais, on cite toujours le même anglais, je m'excuse, je ne me souviens pas de son nom, d'ailleurs qui est assez compliqué, qui a inventé la machine à tisser. Et qui a fait fortune. Il a eu un procès un peu compliqué, il a perdu un, il en a eu un deuxième, quelqu'un venait lui chercher sur son brevet, il y avait eu des copies, etc. Bref, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi les historiens ont découvert qu'il y avait eu 7 ou 8 métiers à tisser avant. Donc il y avait eu 7 ou 8 personnes qui avaient inventé avant lui, et qui avaient inventé des technologies tout à fait équivalentes, ou même mieux. Pourquoi cet homme a réussi? Parce qu'on était à une période de blocus, et que la Grande-Bretagne avait absolument besoin de retrouver des capacités de production. Et donc la mécanisation devenait un must. Donc l'innovation, c'est la rencontre effectivement de quelqu'un ou d'une équipe qui a des idées, et puis d'une société qui est prête à les accepter. Donc la dimension de l'acceptation sociale est aussi clé. Que veulent vraiment les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent en 2030? Consommer mieux, consommer différemment, avec l'idée par exemple qui émerge très fort, on a vécu dans les 30 glorieuses l'idée que la propriété des choses était l'élément de base. On est de plus en plus dans le fait, bien d'usage, je partage. Je n'ai pas besoin forcément d'être propriétaire. Donc cette évolution doit nous amener aussi à réfléchir sur nos modes de production, sur les quantités de production, on le voit bien, et sur l'envie. Alors, je voudrais réintroduire juste à ce moment-là, d'ailleurs, une idée simple qu'on appelle l'innovation jugade. C'est un nom indien. C'est le fait d'innover en transformant complètement l'objet. Je prends un exemple simple. Bon, en France, plus trop en France, hélas, en Allemagne et dans quelques autres pays européens et aux États-Unis, beaucoup de gens travaillent sur comment on va faire pour qu'un réfrigérateur parle à votre téléphone portable, qui va parler directement parce qu'il manque de bouteilles de lait et qu'on va vous les livrer directement sans que vous ayez eu quelque chose à dire et à faire. Ça, c'est le degré de sophistication qu'on a. Votre réfrigérateur parle à votre téléphone portable qui parle à Internet. Bon. En Inde, il n'y a pas d'électricité pour 700 millions de personnes. Donc un réfrigérateur, et pourtant le pays est chaud, un réfrigérateur ne peut pas fonctionner à l'électricité dans plein d'endroits. Ben, ils ont réinventé un réfrigérateur qui coûte $40 et qui utilise la chaleur, la condensation de l'eau sur la chaleur pour créer du froid. Donc ils réinventent quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est pas ça qui correspondra aux besoins des pays développés. Mais c'est quand même relativement formidable. Autre exemple qui est très illustratif, une couveuse pour enfants prématurés, c'est $200 000.
Alors c'est formidable, ça fait des tas de choses, etc. Là aussi, dans beaucoup de pays, il n'est pas question d'avoir une couveuse à 200 000 $ pour les enfants prématurés, qui sont pourtant nombreux. Que faire? Eh bien, il y a une jeune indienne aux États-Unis, à Stanford, qui a inventé, alors c'est un système assez compliqué, parce que ça utilise des composants à transfert de phase. Vous mettez de l'eau bouillante dans une espèce de petit truc qui ressemble à ce qu'on met sur le ventre, et par un système assez subtil, vous allez avoir une température constante pour le bébé pendant 7 heures. Coût du sujet, 20 $. Donc, l'innovation, alors ça c'est des exemples extrêmes, vous me direz, pour pays en développement. Oui, mais il y a des tas de façons d'innover qui font des objets plus simples. Enfin, je ne sais pas si vous avez tous l'expérience, je pense, moi j'en suis incapable, entre la télévision, le magnétoscope et le lecteur de DVD, vous avez des télécommandes qui sont devenues d'une complexité telle, vous êtes incapable de gérer l'ensemble des données de ces télécommandes. Enfin, c'est quasiment un hublot d'A380. C'est très énervant, c'est très frustrant. Moi, il n'y a que mes enfants qui savent parfaitement s'en servir, c'est encore plus agaçant pour moi. Bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Est-ce qu'on peut simplifier tout ça? Donc, innover par la simplification. Un iPhone, c'est de l'innovation par de la simplification. Donc, je crois que cette simplification apparente pour l'usager. Donc, l'usage, le côté facile d'usage va devenir clé. Et ça, je pense que nous ne sommes pas historiquement très forts en France là-dessus. On est au contraire dans la sophistication, on va rajouter encore un truc en plus pour montrer qu'on est plus fort que le voisin. Je crois que c'est un peu dépassé. Alors vous avez une question aussi qui est revenue chez beaucoup d'entre vous, qui était, mais finalement, comment vous allez vous organiser avec le système existant, vous interfacer avec les ministères, avec le CGI, Bon. Alors d'abord, on a essayé de faire que la commission y ait tous les gens à l'intérieur qui pourraient avoir un avis grosso modo à l'extérieur. Je m'explique, dans le système administratif. Nous avons le CGI, Commissariat Général d'Investissement, qui est membre de la commission. Nous avons la BPI, directeur général, qui est membre de la commission. Nous avons le commissaire, je dis au plan, moi c'est vrai que c'est stratégie et prospective, j'ai un petit peu de mal à dire ça. Nous avons Éric Hubert, qui est membre du cabinet d'Arnaud Montebourg, qui assiste aux séances. Donc nous avons Thierry Mandon, qui est un député qui s'occupe du budget de la R&D, qui est aussi dans le système. Nous avons Alain Rousset, qui représente les régions. Donc on s'est dit, voilà, on va avoir à l'intérieur de la commission pour que nous puissions tous ensemble avancer et que notre avancement soit commun. Il nous manque un sénateur, mais je serais ravi d'accueillir, ou une sénatrice, d'accueillir l'un d'entre vous. Nous avons, alors sur les grands sujets, surtout pas. Alors sur les grands sujets, vous nous avez dit, vous nous avez suggéré donc la mer, Madame Herviot, Monsieur Revet, vous nous avez suggéré l'énergie, Monsieur Pointreau, Monsieur Revet nous a suggéré aussi l'Afrique, Monsieur Testan sur les PME, les grands groupes, Monsieur Deneux. Alors je vais peut-être répondre point par point. Alors sur les grands sujets, moi à titre personnel, je professe depuis longtemps que les années à venir, nous sommes dans un retour sur un triangle de base des besoins de l'humanité, l'eau, la nourriture, l'énergie. Et c'est un triangle de plus en plus interconnecté, parce que pour faire de la nourriture, il faut de l'eau, et pour faire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, il faut de l'énergie. Donc ce triangle de base des besoins de l'humanité, il va se resserrer de plus en plus sous la contrainte, et je crois que notre pays a des vraies chances dans ces domaines. Dans l'énergie, on a les champions mondiaux, dans l'eau, on a les champions mondiaux, et dans la nourriture, je crois qu'on est aussi parmi les champions mondiaux. Donc, ça, c'est ma conviction personnelle. À partir de là, nous allons en discuter, et nous en discutons dans la commission de manière très large. Sur
sur la problématique de conforter les secteurs existants, ça c'est un travail qui est fait aujourd'hui par le ministère du redressement productif en liaison avec Matignon, c'est le travail sur les filières. Alors moi je partage à titre personnel ce que vous dites, ce qu'un certain nombre d'entre vous ont dit, c'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on n'a pas su très bien faire historiquement en France, c'est savoir reconnaître quand les sujets avaient de l'avenir ou pas. C'est vrai de certains secteurs, mais c'est aussi vrai encore plus, je dirais, de certaines implantations. On a soutenu à bout de bras des choses qui n'avaient pas forcément d'avenir, et une partie de l'argent qui aurait dû être dédiée à l'avenir a été effectivement engloutie dans des sujets qui n'avaient pas beaucoup de... Ça, je pense, le discernement entre les deux, sans citer saint François d'Assise, je pense est indispensable. Vous avez dit à plusieurs reprises, 150 millions d'euros, c'est pas assez. Cette décision de 150 millions d'euros n'est pas la mienne, donc j'ai le sentiment qu'on doit pouvoir trouver d'autres sources de financement et qu'on va essayer d'ailleurs, aussi bien au niveau européen qu'au niveau des financements privés et des financements régionaux, à trouver la façon effectivement de mobiliser une partie significative pour être efficace. Parce qu'effectivement, si on veut réussir sur un certain nombre de sujets, il faut des tickets quand même très significatifs. Vous avez beaucoup parlé, Monsieur Deneux et ses successeurs, sur l'éducation, la formation. Oui, je crois que la révolution des systèmes d'information fait que l'éducation va être transformée. Est-ce que nous avons les moyens d'impulser ça de l'extérieur? On est quand même dans un système d'éducation nationale extraordinairement fort. Ça, je ne sais pas. Ça fait partie des sujets qu'on discute. On va regarder d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt votre travail sur les freins réglementaires à l'innovation au niveau de l'Office des risques. Comment on fait pour que ça ne soit pas un rapport de plus? C'est un vrai sujet. Quand vous acceptez de présider une commission, c'est la question que vous posez d'abord. Est-ce que vous dites oui en disant que oui, vous allez pouvoir faire quelque chose, ou vous dites non en vous disant soit les dés sont déjà pipés, soit ça va faire un classement vertical? Écoutez, je crois que les dés ne sont pas pipés et on va tout faire pour que ça ne soit pas du classement vertical, mais moi j'ai besoin de vous pour qu'effectivement on puisse faire bouger les choses. Monsieur Revet a parlé d'Afrique comme un sujet spécifique. Moi je suis totalement d'accord. Ça me paraît un très grand sujet qui s'ouvre, qui se développe pour la première fois depuis très longtemps, au moment où la France s'en désintéresse. Et ce qui est complètement paradoxal, je crois qu'il y a un énorme sujet africain, vous avez tout à fait raison. C'est une de nos... C'est quand l'Afrique s'éveille. Ben voilà, je crois que l'Afrique est en train de s'éveiller, et donc... Donner confiance. Alors les Chinois, on peut les battre quand on le veut. On n'est pas mauvais. Alors, vous m'avez beaucoup parlé des obstacles juridiques et fiscaux. Moi, j'ai envie de vous citer un sujet sur lequel je vous demande votre secours. C'est par exemple le big data dans le numérique. Par pitié, ne faisons pas de les nouvelles législations sur le sujet avant de bien comprendre les tenants et les aboutissants. On a quand même un peu le génie collectif français de légiférer avant de connaître véritablement les tenants et les aboutissants. Il faut qu'on laisse le big data commencer à se développer sans mettre une législation qui va contraindre. La CNIL est déjà un facteur de contrainte très fort. Je sais qu'il y a des gens qui ont des idées de légiférer là-dessus. Je crois que c'est vraiment trop tôt. Donner confiance aux jeunes, je pense que c'est peut-être le sujet majeur aujourd'hui. Le droit à l'échec, le rapport à l'échec. C'est vrai que quand vous regardez, quand vous embauchez un jeune aux États-Unis et qu'il a fait une start-up et ça n'a pas marché, s'il est capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, on va considérer que c'est un avantage considérable dans son CV. En France, c'est un échec. Ce garçon ou cette fille est déjà plombé par son échec.
Alors on fait quelques progrès. Je sais que la Banque de France ne met plus 3 ans d'interdit bancaire à toute personne ayant fait faillite. Petit progrès. Donc ça veut dire qu'on peut être effectivement redémarrer une activité derrière, mais ça reste difficile. Alors, Monsieur Courteau et Monsieur Mirassou ont parlé de ADS, de l'aviation civile et de l'importance que ça représentait pour notre pays. Alors j'en suis très consciente puisque je suis au conseil d'administration de ADS, donc je suis ça en direct. J'étais la semaine dernière à visiter la 350 et la 400M. Ce sont des objets absolument fantastiques. On a des grands acteurs, Safran, Airbus, qui font énormément de R&D intégré. Alors, comment ça se concerte avec l'ONERA ou le CORAC? Ça, c'est peut-être aussi beaucoup de ces entreprises intègrent de plus en plus les choses. Alors, c'est vrai que les Américains aident beaucoup leurs recherches, on le voit. Enfin, regardez ce qui est devenu Airbus ces dernières années. Airbus a aujourd'hui des parts de marché mondiales, plus importantes que Boeing sur un certain nombre de secteurs, et qui sont les clés. C'est un petit peu, alors je vais vous dire, c'est un tout petit peu normal, pas chez Safran, mais un tout petit peu normal chez EADS. EADS vient d'accoucher de 3 avions en même temps, ce qui était d'ailleurs 2 fronts, du jamais vu. La 350, la 400M, la 380. C'est bon. On a vu d'ailleurs que la digestion de l'objet n'a pas été très simple. Ils vont pas développer un nouvel avion demain matin, parce qu'un avion ça dure 30 ans. Donc l'idée c'est... Ouais, la 320, alors c'est le Néo. C'est pas mal Néo, hein? Ah, palliatif, non. Oh non, non, non. Néo, c'est pas palliatif, c'est vraiment des réductions de... Bon. Alors, mais je sors un peu de mon... en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, EADS a été capable de rendre 3,5 milliards d'euros à ses actionnaires, donc, et dans une situation de santé financière qui lui permet de faire face aussi, non seulement à ses développements, mais à des recherches plus systématiques, et Safran aussi. Oui, 2010. C'est peut-être un peu normal si effectivement c'est l'entreprise qui prend. Hein, moi je sais pas, je ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Le double. Je ne connais pas trop le sujet, mais enfin je pense que je ne suis pas très inquiète, disons, sur la R&D de l'aéronautique en France, civile aujourd'hui, ni militaire. Sur les hydroliennes, notez, bien noté, pas de problème. Conforter les PME très petites, Monsieur Testan, c'est pas avec les 150 millions d'euros qu'on va y arriver. Donc ça, c'est une politique infiniment plus vaste, c'est parfaitement clair. Qu'est-ce que je tourne les feuilles, Monsieur Filleul? J'ai eu effectivement une très... Il est parti. Non, il est là. J'ai un très bon souvenir de ma vie de TLD. Moi, les entreprises freinées par les contraintes administratives, moi je serais très preneuse pour que vous nous fassiez aussi remonter justement ce que vous avez comme demande, comme problématiques, je dirais, les plus fortes qui vous reviennent à travers les tissus industriels et d'entreprises que vous avez. Donc vraiment là-dessus, c'est fort. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Dantec sur sa vision du nucléaire, mais ça ne l'étonnera peut-être pas complètement. Je pense, comme Monsieur Guillaume... Surpris. Je pense... mais je pense comme vous que quelque part, il faut que nous fassions des choix. C'est-à-dire que le non-choix, le saupoudrage, la dispersion, le zapping, les changements de stratégie à vue, un ministre change, c'est même pas des alternances politiques, c'est des changements de ministre. Paf, on change tout. C'est pas possible. Il faut qu'on essaye ensemble de savoir que l'industrie, la réussite économique, c'est le temps long, la continuité, la ténacité. Et donc, il ne faut pas qu'on continue à accepter que parce qu'un ministre arrive, il va faire le contraire de son prédécesseur, pour montrer sa différence. Donc ça, je crois que vous, sénateurs, qui êtes là dans la continuité, dans la force, dans la vision de long terme, et je dois dire, en tant qu'ex-présidente d'Areva, je ne saurais comment vous remercier, tous et toutes collectivement,
pour le soutien que vous nous avez apporté à travers les années. Sauf Dantec, mais à travers les années. Il n'était pas là d'ailleurs, il n'y est pour rien. Et j'ai toujours dit que si je cherchais très souvent l'État stratège sans le trouver, ici il y a une stratégie. Et donc je crois que vous avez un rôle mais considérable à jouer pour pousser l'État effectivement à avoir des boussoles et à tenir ces boussoles. On l'a encore vu 5 jours. Oui. Alors, j'ai pas encore ni la silver economy. Alors, j'en étais. Madame Merviot parlait de silver economy. Nous recevons. Alors, j'ai déjà rencontré Madame Delaunay. Nous l'auditionnons cet après-midi sur justement qu'est-ce que c'est que la silver economy, comment en faire un secteur. Voilà. Donc, c'est partie des sujets qu'on regarde. Ah, excusez-moi. Et désolé de le dire, il y a un pays qui est en avance sur nous, alors dans une situation démographique très grave, c'est le Japon, et qui est en train de développer toute une industrie de la robotique pour effectivement pallier le manque de jeunes générations. Donc ça, c'est un... la dimension européenne, M. Dantec avait l'air de dire il faut faire confiance à la gouvernance européenne. Dantec. La gouvernance européenne, je crois que justement, elle a besoin d'être un tout petit peu améliorée dans ces domaines. Et là aussi, on aimerait bien avoir une Europe stratège. Et on voit que les grands groupes industriels qu'on dit européens, ils ne sont pas européens. EADS, c'est 4 pays. Et je crois que c'est un modèle moderne. C'est prendre quelques pays qui ont une envie commune, une vision politique et des grands industriels qui sont d'accord pour fusionner. Moi, j'appelle par exemple à faire l'Airbus du renouvelable. Je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent d'apporter à 3 ou 4 pays qui font aujourd'hui du renouvelable en Europe nos activités industrielles, notre politique d'ensemble, et qu'on soit en compétition avec General Electric après, Mitsubishi ou les autres, mais en tout cas dans une structure qui est renforcée. Il faut sortir de l'isolement et de notre taille. Sur un certain nombre de sujets, on est trop petit. Voilà. Et j'ai pas répondu à... Gaz de schiste. Alors, gaz de schiste, ça c'est un peu mon autre casquette. Je suis membre du comité de pilotage du débat sur la transition énergétique. Moi, je trouve, je l'ai dit, je ne l'ai pas caché, je l'ai redit, et je crois que le fait qu'il n'y ait pas un accord sur le sujet va être acté. Je pense que dans le pays de Descartes et de Montaigne, arriver à se battre sur un sujet qu'on n'est même pas allé mesurer me paraît assez étonnant, pour ne pas dire incroyable. Donc, aller faire un inventaire des gaz de schiste que nous n'avons pas, me paraît un préalable. La deuxième dimension, c'est que si on veut développer des technologies propres, et je crois qu'on a tout à fait les moyens de le faire entre l'IFP, le BRGM, Total, GDF Suez, on a toutes sortes de grands acteurs pour le faire, ben, on ne peut le faire qu'avec des expérimentations. On ne peut pas tout faire en labo. Donc des expérimentations extrêmement contrôlées, de manière... Oui. Donc je pense qu'il nous faut à la fois faire un inventaire et des expérimentations, et qu'il serait complètement absurde de ne pas se lancer là-dedans. Ça, c'est mon opinion personnelle. Pardon ? Ça sera, je l'espère, dans le rapport. Et puis, dernière question que me posait le président... pardon ? À Sanofi. Alors, Sanofi, je ne suis pas très compétente, donc je ne sais pas exactement. Je sais que l'industrie pharmaceutique, en général, a complètement changé de pratiquement toute l'industrie pharmaceutique, parce que sa recherche interne, il la jugeait pas assez productive, généralement axée sur le chimique. Ils se sont complètement changés de système et ils rachètent des start-up, en particulier d'ailleurs venant du biologique, venant de mariage entre biologie et data, aux dépens de leurs grands labos qui avaient enflé avec le temps. Alors je suis incapable de donner un jugement sur le bien fondé, ce qui va être perdu. Moi, je suis toujours un tout petit peu sceptique sur les grands mouvements, les grandes embardées brutales. Donc, est-ce qu'à supprimer des labos comme ça, brutalement, on supprime des choses, on ne va pas les recréer overnight. Je pense qu'il y a une perte quand même de compétences qui, un jour ou l'autre, sera préjudiciable.
Alors c'est vrai qu'en même temps, quand vous regardez les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, alors qu'ils avaient des nouveaux produits en diminution constante, ils sont à nouveau avec une augmentation des produits qui arrivent sur le marché. Et une augmentation aussi de ce qui est versé en termes de dividendes aux actionnaires. Ceci expliquant parfois cela. Ça, c'est... Il y a un standard du marché, donc c'est... Alors, sur les imprimantes 3D, je reviendrai un petit peu à la question que me posait le président, et j'ai envie de terminer un peu sur l'acceptation sociétale. On est quand même dans une problématique collective qui est, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui est sorti sur les lanceurs d'alerte, les problématiques d'écoute. On voit qu'on est dans une espèce de révolution technologique où, comme vous le disiez tout à l'heure, on a une masse de données disponibles absolument extraordinaire sur des terminaux très simples qui se parlent entre eux, et en même temps un énorme problème de liberté et de contrôle, et qui va aller croissant. C'est-à-dire que parce que vous aurez fait telle dépense dans tel endroit, on va savoir que vous avez tel profil, et puis tel bon, et puis on définit votre profil, et donc on va vous envoyer telle information. Et donc il y a une forme, effectivement, je pense, qui correspond bien à notre pays, des droits de l'homme. Il y a certainement une façon de gérer toutes ces technologies différente. Comment la gérer avec, je dirais, liberté, égalité, fraternité? Ça, je pense que c'est aussi un gisement. Comment on fait pour qu'on puisse développer toutes ces nouvelles technologies en respectant les libertés individuelles? Ça, ça me paraît un élément clé. On s'aperçoit aussi que nos concitoyens, de plus en plus, se méfient de la science et de la technologie. Les nanotechnologies, les OGM, on voit quand même des grands sujets qui ne sont pas faciles à faire rentrer, avec des conséquences fortes, parce que regardez les OGM, ça veut dire qu'on a quand même perdu une partie du leadership qu'on avait dans le domaine agroalimentaire. Donc tout ça nous oblige à réfléchir aussi à comment on prépare les esprits. Alors c'est un peu paradoxal, parce que l'innovation est souvent brutale, elle arrive comme ça, mais comment on prépare les esprits et comment on fait que, contrairement au gaz de schiste, on n'arrive pas à une interdiction en 15 jours, sans études, sans analyse, sans pour et contre. Alors moi j'ai un slogan personnel, et je crois que je vais le mettre en frontispice de notre rapport, c'est que le principe de précaution doit être équilibré par le principe d'innovation. Ah, très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Ah oui, très bien. Ouais, très bien, voilà. Monsieur Charles Rovet. Non, Charles. France en matière de valeur ajoutée parmi les 27 pays européens en 24e position. Sur quelle statistique vous appuyez-vous? C'est à partir de quelle... Ça vient d'Eurostat, donc les statistiques européennes, et c'est la part de la valeur ajoutée industrielle rapportée au PNB. Alors, je n'ai pas répondu à mon cher stagiaire, donc Pierre Hérisson. Naître sous péridurale et mort sous palliatif, c'est dur. Mais moi, je ferai la différence entre l'effort et la douleur. On n'a pas besoin de souffrir. Et franchement, moi, j'ai accouché sous péridurale et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Par contre, l'effort, oui. L'effort, c'est pas la douleur. Et montrer justement que l'effort, il y a un bonheur dans l'effort, je crois que c'est ça une dimension éducative qui est complètement... Voilà. L'effort doit être sans douleur, mais bon. Et ça va de pair avec la reconnaissance du savoir, des chercheurs, des innovateurs par la société, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Sur l'énergie, j'ai envie de vous répondre de manière très précise. Attention, il y a une grosse différence entre décentralisation et mutualisation. Moi, je vois émerger partout sur les territoires l'idée que vont naître des systèmes énergétiques décentralisés
intermittents qui vont fonctionner quand il y a du soleil, quand il y a du vent, etc. Mais ce n'est pas grave, parce que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il y a un système national qui va arriver et qui va me donner l'électricité. Alors, peut-être qu'on est allé à une centralisation historique excessive, mais cette centralisation est une mutualisation des intérêts. Si on est dans une décentralisation totale, moi je voyais hier des régions qui annonçaient 45% de renouvelables dans leur mix énergétique, 45% d'intermittents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 55% du temps autre, c'est le système national qui fonctionne, mais s'il ne fonctionne pas 45% dans cette région, à 55%, il est plus rentable. Donc on a créé un système qui a coûté très cher et qui est collectivement non rentable. Donc je crois qu'il faut dans l'énergie avoir toujours le souci de l'intérêt général et pas être uniquement centré sur son sujet à soi et son système perso. Et ça, je pense que c'est un élément clé. Et garder la compétitivité de l'énergie française, c'est clé. On a une des énergies les moins chères d'Europe. Il faut absolument garder cette... Voilà. Et sur les Français qui s'exportent, oui, mais il faudrait qu'ils se réimportent aussi. C'est bien d'aller faire un petit tour à l'étranger, mais il faut qu'ils reviennent. Merci, madame. Merci, madame. Bien, nous remercions, madame, pour cette longue audition. C'est moi qui vous remercie pour toutes ces idées. Et nous avons bien relevé que vous cherchez un sénateur. Et donc, une sénatrice, pardon. Et puis que nous aurons l'occasion certainement de nous revoir peut-être après. Eh bien, exactement. Très bien. Merci, madame. Vous venez d'écouter l'audition d'Anne Lauvergeon, la présidente de la commission Innovation 2030. Elle était entendue par les commissions des affaires économiques et du développement durable du Sénat. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous.